Donc on va commencer. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Thierry, qui a fait sa thèse sur la série du Chavanon dans le Massif central, mais à Clermont-Ferrand, à Besançon, et qui est maintenant maître de conférence à l'IMT Lille de Douai. Donc il va nous présenter les terrils en combustion des volcans presque comme les autres, et donc quelques mots aussi sur les microdiamants de la série du Chavanon. Voilà, merci. Okay, merci, bonjour à tous et merci d'être venus m'écouter. Donc juste peut-être quelques petites précisions de présentation. Donc je suis enseignant-chercheur à l'école des mines, alors à l'IMT Lille-Douai, qui est né en fait il y a un an de la fusion de l'école des mines de Douai et de l'école des télécoms de Lille. Ce sont des écoles du ministère de l'Industrie, qui ont fusionné, on forme des ingénieurs généralistes. Et en termes de recherche, en fait, la particularité des écoles des mines, c'est d'être en lien direct avec le monde industriel. En fait, on travaille essentiellement sur contrat direct, sur des thématiques extrêmement appliquées. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à m'intéresser aux matériaux issus des terrils. Et ça me permet donc aujourd'hui de présenter un petit peu, on va dire, pas une review, mais presque une petite synthèse sur le phénomène des terrils en combustion. Et comme je suis venu ici à Clermont-Ferrand, je me voyais mal ne pas parler donc de quelques travaux qui ont suivi mes travaux de thèse sur la découverte de microdiamants métamorphiques dans la série du Chavanon. Et comment passer de l'un à l'autre, j'aurais pu aussi intituler ce séminaire Géologie des extrêmes, puisque je vais vous parler en fait de pyrométamorphisme de ultra haute température et de métamorphisme de ultra haute pression. Donc pour commencer sur la partie terril, alors étant donné que je viens entre guillemets que le Nord est ma batterie d'adoption, je ne pouvais pas faire autrement que de citer Germinal et que de commencer par une photo de terril, vu qu'en plus c'est vraiment le cœur de la présentation. Peu importe. Alors le but de cette présentation, c'est vraiment de montrer une synthèse sur les phénomènes de combustion des terrils. Mais avant ça, je vais quand même parler des terrils en eux-mêmes, parce que mine de rien, tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est un terril. Où est-ce qu'on les trouve, pourquoi on les trouve là, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi ça brûle. Et ensuite, je présenterai des travaux que j'ai réalisés sur un terril qui s'appelle le Crassier-Saint-Pierre, qui est situé à la Ricamarie, à côté de Saint-Étienne. Alors, les terrils, on parle de mesotéril. Qu'est-ce qu'on met dans un terril? Ce sont toutes les roches qui accompagnent le charbon lorsqu'on l'exploite. Comme les terrils ont une couleur généralement plutôt noire, on a tendance à dire « Ah bah voilà, c'est noir, c'est un terril, c'est du charbon ». Non, justement, dans un terril, on met ce dont on ne veut pas. Qu'est-ce qui accompagne typiquement du charbon dans un gisement de charbon? Des calcaires, des argilites, des grès, etc., etc. Voilà typiquement le genre de coupe que l'on peut observer sur le terrain, avec, vous voyez ici, ces couches de charbon et tout le cortège de roches associées. Donc, en termes d'estimation de volume, pour une tonne de charbon extraite, sur des gisements houillers en Pologne, on extrait 0,3 à 0,6 tonnes de stériles, qui sont alors soit réutilisés en recomblement de galeries, soit donc mis au terril, comme ça a pu être le cas dans le passé, ou comme c'est le cas encore actuellement dans les pays où les mines de charbon sont actives. On ne trouve pas que ça dans un terril. C'est un peu le fourre-tout de l'exploitation minière, des déchets de démolition, des fines de lavage du charbon, du traitement du charbon, et également différents déchets métalliques, vraiment tout ce qui est associé à l'industrie extractive. Comment est-ce qu'on édifie un terril? C'est très simple, toutes les roches dont on ne veut pas, on les monte ici dans des bennes et ça donne des terrils coniques, ou alors on fait des verses comme ça latérales depuis des wagonnets, et tout ce style d'édification amène en fait à une relative diversité des types de terrils, allant des terrils coniques, qui sont probablement l'image, lorsqu'on prononce le mot terril, c'est la première chose qui vient en tête, mais également des terrils plats, et ici, ce qu'on appelle en fait des terrils cavaliers, les matériaux étaient utilisés en remblai pour construire, par exemple, les voies ferrées dessus.
Les terrils que vous voyez ici sont les plus hauts d'Europe, donc ils sont situés à Los Angeles, c'est pas très loin de Béthune. Ils culminent à plus d'une centaine de mètres au-dessus de la plaine environnante. Et concernant ce terril plat qui couvre une surface de plusieurs hectares, on est sur des hauteurs d'à peu près 15 à 20 mètres. Donc vous voyez, ça représente quand même des tonnages de matériaux vraiment importants. Il n'existe pas seulement les terrils issus de l'extraction du charbon. Il existe par exemple aussi les terrils qui sont des résidus de traitement de schiste bitumineux. Par exemple, un qui est bien connu, il y a un de vos anciens collègues qui a travaillé dessus, c'était Bertrand Devoir, le terril de La Panouse à Sévérac-le-Château dans l'Aveyron, qui est aussi entré en combustion, dont j'en parlerai pas plus que ça aujourd'hui. Les terrils d'Étello à Autun en Bourgogne, également résidus de distillation de schiste bitumineux. Mais il existe également des terrils, on parle plutôt de crassiers, de résidus de déchets métallurgiques, qui peuvent aussi entrer en combustion. Donc là, c'est un exemple en combustion active en Bulgarie, à côté de Plovdiv. Peut-être que vous avez aussi entendu parler de Metal Europe, c'est juste à côté de Douai. En fait, le crassier de Metal Europe, le résidu d'industrie métallurgique plomb-zinc, a pollué toute la campagne environnante. Il a été végétalisé, mais il est toujours bien là. Il n'a pas une forme conique, mais c'est le même principe, c'est-à-dire la mise au rebut d'un certain nombre de matériaux. Donc, passé ces présentations sur les terrils, on va maintenant entrer un petit peu plus dans le vif du sujet du phénomène de combustion. Alors, comme je vous l'ai dit, les terrils sont associés à l'exploitation du charbon. Donc en France, on en trouve un petit peu partout. Et pour parler, pour un petit clin d'œil, pour parler des analogies avec un certain nombre de phénomènes volcaniques, vous avez la chaîne des puits. Et nous, dans le Nord, en fait, on a la chaîne des terrils, c'est-à-dire que, vu ici sur un MNT, tous les points que vous voyez, enfin les points, c'est même plus que des points, correspondent donc à ces terrils qui marquent en surface l'existence du bassin houiller en profondeur, vu que dans cette région-là, tout le charbon a été exploité en fait par puits, le charbon n'affleurait pas en surface. Et il faut également savoir que on va dire dans les années 70-80, il y avait beaucoup plus de terrils, on le voit en voyant des cartes postales anciennes, parce que beaucoup ont été réexploités pour les matériaux qu'ils contiennent, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, du coup, je suis obligé de passer par QuickTime parce qu'il y a un problème de compatibilité. Où est-ce que... Voilà. Un terril en combustion, à quoi est-ce que ça ressemble? En fait, on voit ça. On voit des fumerolles, on voit des émanations, on voit des dépôts, des dépôts de soufre, de réalgar, je vais la remettre parce qu'elle est quand même vraiment pas longue, de soufre, de réalgar et d'un certain nombre d'autres minéraux. Voilà ce qu'on voit typiquement sur un terril en combustion. Les surfaces sont vraiment chaudes, de l'ordre de 60-70 degrés, voire parfois un petit peu plus. Et il se passe un certain nombre de phénomènes en profondeur que je vais décrire. Un instant. Voilà. Alors, ce qui se passe également, là aussi, on peut souligner des similitudes avec des phénomènes volcaniques. Il est arrivé certains accidents dramatiques, l'explosion de terrils en combustion. Donc ici, c'était dans le nord de la France dans les années 70. Vous voyez une surface d'environ 4 hectares qui a été recouverte en pleine nuit de cendres et de déchets divers brûlants issus de l'explosion du terril. Donc ça a fait plusieurs morts. Ce sont des phénomènes sociétaux à prendre en compte lorsque l'on travaille, lorsque l'on exploite du charbon et que l'on met des matériaux au terril. Je vous ai parlé de température en surface. Là aussi, c'est des méthodes vraiment classiques, la thermographie infrarouge pour voir ce qui se passe, pour identifier les zones en combustion active. C'est-à-dire on mesure à un instant T et puis on remesure quelques mois, quelques années après, voir s'il y a eu migration ou non de ces zones en combustion. Et vous voyez, on identifie des spots avec des températures de 50 degrés, voire plus, à différents endroits du terril. Alors, un terril, pourquoi est-ce que ça entre en combustion? Il y a des causes internes.
réaction du charbon avec de l'oxygène, oxydation de la pyrite. Il y a aussi une histoire d'accès à l'air, c'est-à-dire en fonction de la granulométrie des blocs qui sont mis au terril. Ce qui se passe, c'est que ce sont essentiellement les terrils anciens qui sont entrés en combustion. Parce que les procédés de lavage, de séparation du charbon et de sa gangue n'étaient pas forcément aussi efficaces que ce qu'on sait faire à l'heure actuelle, ce qui fait que dans les terrils anciens, on a encore pas mal de résidus de matière organique. Donc l'oxydation de la pyrite, c'est toute la pyrite qui est présente dans les roches associées au charbon et qui sont mises au terril. Et pour les histoires d'accès à l'air et de granulométrie, il faut bien s'imaginer que dans un terril, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y a aussi bien des blocs de taille assez importante que des choses beaucoup plus fines, que des particules fines, des cailloutis, etc., etc. Donc il existe quand même des zones où l'air peut circuler. Les causes externes, ça peut être tout simplement de la foudre ou un incendie d'origine accidentelle. Si on regarde maintenant une coupe un petit peu schématique d'un terril et des différents phénomènes associés, donc ici vous avez les fumerolles, comme je vous ai montré, des zones avec des températures internes de l'ordre de 300 degrés, des zones où il y a peu d'accès à l'air, où on va avoir des conditions plutôt réductrices, et on va avoir des phénomènes de coquéfaction avec le reste les films de charbon qui vont pouvoir se transformer en coke. Les points d'ignition qui vont exister au cœur du terril, et des températures qui vont dépasser largement les 600 degrés, comme on le verra tout à l'heure. Et voilà en fait à quoi ressemble une coupe au sein d'un terril en combustion, ou d'un terril qui a été en combustion. Je vous montrerai d'autres photos tout à l'heure. Donc vous voyez, toutes les roches sont transformées dans différentes teintes rouges, orangées, etc. Comment ça se manifeste, ce phénomène, outre les fumerolles? Vous voyez, ça peut quand même prendre des ampleurs vraiment importantes. Ici, c'est le cas, donc, un grand terril à Ronchamp en Haute-Saône, avec ici donc une lutte contre un feu de terril. Pas très loin d'ici, dans le bassin de Brassac-les-Mines, le terril de la taupe, qui a été réhabilité justement parce qu'il était en combustion active. Et donc vous voyez ici, on a un trou qui permet de voir qu'à quelques dizaines de centimètres sous la surface, on a des températures extrêmement élevées. Un terril dans le Gard, pas très loin d'Alès, avec également ici vous retrouvez ces teintes très rouges. On peut même deviner que c'est quelque chose de relativement instable, on devine des loupes de glissement, ce genre de choses. Et de temps en temps, la presse se fait l'écho de ce genre de phénomène. Et typiquement, voilà, le terril d'Abeluy, un petit volcan, Alès brûle d'un feu intérieur, etc. Voilà un petit peu la manière dont ces phénomènes sont perçus. Alors je vous ai montré quelques exemples français, mais il faut bien voir ça à l'échelle mondiale, à tout ce qui est associé à l'exploitation du charbon. Le plus connu, on va dire, la zone la plus connue, une des plus étudiées pour les terrils en combustion, c'est le bassin de Tcheliabinsk en Russie. Alors ça a été essentiellement étudié par des Russes qui ont fait énormément de publications, voire d'ouvrages spécifiques sur la minéralogie extrêmement particulière que l'on peut observer dans les terrils en combustion. Donc vous retrouvez un exemple ici, vous avez toujours cette forme un peu conique et ces teintes très rouges. Et bon, alors je ne vais pas non plus faire une liste de tous les minéraux qu'on peut trouver dans les terrils en combustion parce qu'on pourrait y passer l'après-midi, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on observe très fréquemment des minéraux qui sont extrêmement rares, comme par exemple la fluorelstadite ou la bagénovite, qui ont été décrits dans des terrils de cette région. Le bassin de Silésie est également beaucoup étudié, quand je dis bassin de Silésie, c'est tous les bassins houillers de Pologne, Silésie supérieure, inférieure et Loubine, avec des terrils, vous voyez, on retrouve bien ce qu'on connaît, des terrils coniques, avec des zones en combustion. Il y a eu pas mal de travaux sur la remédiation, justement, et essayer d'empêcher la combustion de ces terrils une fois qu'elles s'étaient enclenchées, et pas mal d'études sur les micro-minéraux, sur les minéralisations associées, comme ici un exemple sur un minéral aussi relativement rare,
un sulfate, et on pourrait aussi, là encore, multiplier les descriptions minéralogiques. Le terril de la mine Anna à Alsdorf, c'est près d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, qui présente la particularité d'être peut-être pas le seul, mais un des seuls endroits au monde où on peut observer des cristaux de sélénium natif associés à des zones de combustion. Donc d'où vient le sélénium? Tout simplement, le charbon est relativement riche en éléments, on va dire en éléments traces, qui sont remobilisés lors des phénomènes de combustion, et tout ceci peut précipiter donc sous forme de magnifiques cristaux, et également d'autres exemples ici de minéraux toujours très rares. En République tchèque, des minéraux organiques, ce qui est quand même on va dire des curiosités minéralogiques relativement peu fréquentes, avec là aussi de belles études sur les différentes zones de croissance des minéraux en subsurface des terrils en combustion en fonction de la température. Vous voyez ici, à faible profondeur, on atteint les 350 degrés. Et ici, donc, les différentes paragenèses, les différentes cristallisations en fonction de la température. Donc ça, c'était pour la partie vraiment minéraux et associations minérales en périphérie de la combustion. Les gaz qui déposent des choses au niveau des fissures, au niveau des ouvertures à l'extérieur du terril. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe un peu plus vraiment au cœur. Comme je vous l'ai dit, dans un terril, des grès, des argilites, des calcaires, et tous ces matériaux prennent différentes teintes en fonction des transformations minéralogiques qu'ils subissent. Puisqu'on a des températures, comme je l'ai souligné tout à l'heure, 300-600 degrés, et on dépasse allègrement les 1300 degrés dans certaines zones en combustion active. Toute une terminologie de ces roches vient directement de la géologie du charbon, puisque les couches de charbon sont également sujettes à la combustion spontanée, et elles génèrent du pyrométamorphisme des roches qui les entourent, et les mineurs du charbon ont nommé un type de roche, alors ils appellent ça du clinker, ce qui n'a strictement rien à voir avec le clinker Portland que l'on fabrique en four de cimenterie, donc du clinker ou du baked shell, qui sont donc des cuissons sans fusion, des argilites, des grès, etc., que l'on peut trouver dans les terrils. Alors bon, ça rend pas super en projection. Là, c'est un bloc de grès très classique, on va dire, sauf qu'il est vraiment rouge, il est imprégné d'hématite. La texture initiale des roches peut être conservée, puisqu'ici, on arrive parfaitement à retrouver un fossile de plante. Alors, je ne suis pas du tout dans la paléontologie, je suis incapable de vous dire de quelle espèce c'est, mais la seule différence avec la roche qu'on en aurait pu observer initialement, c'est cette teinte rouge et surtout une induration. Le phénomène qui se passe au sein du terril en combustion, c'est en fait comme une cuisson de briques ou une cuisson de tuiles. Vous prenez des argilites, vous les faites cuire, ça les indure et ça les transforme en tuiles ou en briques. En termes de microstructure, voilà typiquement à quoi ça ressemble. Donc des roches très riches en quartz, extrêmement chargées en oxyde de fer, qui donne cette jolie teinte rouge. Et on arrive quand même à observer quelques micas déstructurés et quand même parfois partiellement transformés en verre. Au niveau des paragénèses des clinkers, ce qui a pu être décrit un peu de par le monde, alors c'est extrêmement varié parce que ça dépend naturellement des types de roches et du type de gisement de charbon qui est affecté par ces phénomènes de combustion. Donc des feldspaths potassiques, sodiques, calciques, des phases de haute, voire ultra haute température, la tridymite, de l'amulite, la cordérite magnésienne, corindon, etc. Et d'autres phases un peu moins courantes, de l'osmilite, des micas déstructurés, des oxydes de fer, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez, les clinkers peuvent vraiment prendre des teintes très variées, allant du rouge, jaune orangé, verdâtre, en fonction des phases que l'on peut trouver dedans. Autre analogie avec le volcanisme, et cette fois on va vraiment plus loin dans les phénomènes de combustion. Comme je vous l'ai dit, la terminologie est directement empruntée de la géologie du charbon. Vous avez ici des exemples in situ, alors là on n'est pas dans un terril,
de couches de charbon qui entrent en combustion et qui génèrent ce métamorphisme de ultra haute température avec fusion partielle, ce qu'on appelle en fait des paralavas, donc des presque laves on va dire, puisqu'on est ici sur des températures vraiment extrêmement élevées, 1000, 1300, 1500 degrés, à pression quasiment ambiante, et on génère ces laves. Et pour aller encore plus loin dans la description de ces laves, les Russes qui ont travaillé sur ces phénomènes ont même proposé un terme, les parabasaltes technogéniques, issus donc de la combustion des terrils du bassin de Donetsk. Ils présentent la particularité d'être relativement proches de basalte lunaire et de basalte alcalin. À quoi ressemble une paralava? J'en montrerai d'autres tout à l'heure. Ici, vous avez une association double paralava-clinker. En fait, le clinker, c'est ce que vous avez au centre, et la paralava, c'est cette roche, ce produit extrêmement riche en vésicules, extrêmement poreux, donc qui résulte de la fusion et de la cristallisation au cœur du terril. Et là encore, dans ces paralavas, des minéralogies relativement inhabituelles, de roches de ultra haute température, des solutions solides dans le groupe de l'olivine, de la mayenite, etc. Donc là, on est vraiment dans des choses très particulières. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces matériaux? Certes, on les décrit, on les étudie, mais également on les utilise. Alors, en France, on appelle ça des schistouillés. Et vous avez ici une carrière. Donc là, c'est toujours pareil, c'est pas très loin de Béthune. Rappelez-vous les deux terrils coniques dont je vous ai parlé, les plus hauts d'Europe. Là, en fait, c'est immédiatement à côté d'eux. Pour vous imaginer qu'avant cette carrière-là, il y avait deux terrils qui étaient aussi hauts, sauf qu'ils ont été complètement arasés, complètement exploités. Et on voit au niveau de cette carrière, alors même si c'est un peu remanié parce qu'ils font des tas, on voit qu'il y a des zones rouges, des zones noires, donc correspondant aux différents phénomènes que je vous ai montrés, des zones qui ont été en combustion, des zones qui n'ont pas été en combustion et qui ont plutôt été sujettes à des atmosphères réductrices. Et voilà typiquement du avant-après, avant exploitation sur un terril en combustion, et après, enfin là d'ailleurs c'est même pas après, c'est pendant l'exploitation, et à l'heure actuelle il n'y a même plus de terril, il a été complètement exploité. Les produits qui sont vendus, donc ils appellent ça du schiste rouge, et ça correspond à différentes utilisations. Vous avez essentiellement des utilisations paysagères, pour des allées, pour des trottoirs, pour des jardins, pour mettre dans des bacs à fleurs, etc. Ça a également été utilisé pour essayer de faire du ciment, ça a été utilisé en granulat pour faire du béton, ce genre de choses. Et faut vraiment s'imaginer, ce sont des matériaux qui sont extrêmement durs et extrêmement... quand on les prend dans la main, c'est extrêmement irritant. C'est vraiment des roches qui sont très dures, très très indurées. Et autre utilisation de ces matériaux, tout simplement de la poudre de schiste rouge concassée sur les cours de tennis. Et c'est pas seulement une boutade, c'est vrai qu'à Roland-Garros, pendant un temps, le schiste rouge concassé venait du nord de la France. La carrière a fermé, donc là, je ne sais pas où est-ce qu'il s'approvisionne. Donc avant que je vous présente mes travaux sur le terril de Larricamarie, juste une petite synthèse intermédiaire. Donc, c'est les objets géologiques anthropiques, alors ça peut paraître peut-être un peu contradictoire, qui sont particulièrement intéressants et complexes, avec une grande diversité des matériaux initiaux, avec des analogies avec certains phénomènes volcaniques, donc de la fusion, des efflorescences, de la recristallisation, etc. Analogues à certaines roches extraterrestres et terrestres aussi, et des ressources de minéraux rares qui peuvent être utilisées pour des applications soit en sciences fondamentales, soit en sciences appliquées. Lorsqu'on veut étudier des minéraux, c'est vraiment le seul endroit où on les trouve. Et du point de vue d'intérêt sociétal, les risques associés, je vous ai montré l'explosion d'un terril, éventuellement des glissements de terrain. Ce sont des ressources de matériaux, donc, non négligeables. Alors, dans les bassins où on n'exploite plus, c'est une ressource épuisable, mais dans les bassins où on exploite toujours du charbon, c'est quand même particulièrement intéressant. Et le côté patrimonial, puisque dans le nord de la France, donc, le bassin minier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Alors, pas seulement les terrils, un certain nombre de choses... associées en ce qui concerne l'habitat et l'extraction.
Donc maintenant, je vais vous montrer un terril qui est relativement proche d'ici, donc juste à côté de Saint-Étienne, qui est vraiment intéressant, qui n'est pas unique. Vous allez voir beaucoup de similitudes avec les matériaux que je vous ai montrés, mais qui est particulièrement intéressant parce qu'il est exploité à l'heure actuelle malgré la combustion. Donc on peut aller directement observer les phénomènes sur le terrain. Alors, ça, ce sont des cartes postales des années 80. On voit vraiment ici le terril. Alors oui, il n'est pas conique, il est allongé à flanc de coteau, il est quand même relativement imposant. Enfin, il était relativement imposant. Et là, c'est une photo très récente. Vous voyez à quoi il ressemble. Donc la majeure partie a déjà été exploitée. Et on retrouve ces zones, ces zones rouges et ces zones noires, correspondant à différentes conditions de combustion. En surface, donc la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure a été prise ici. Des fumerolles, des émanations et des fissures tapissées de cristaux. Alors, en première approximation, on voit ça, on se dit soufre et réalgar. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, comme je le détaillerai relativement sommairement ici. Puisqu'en fait, on a différents polymorphes de sulfure d'arsenic, du réagar et un de ces polymorphes qui s'appelle de la bonazite, qui est une curiosité minéralogique, mais qui est vraiment rare, mais qui présente des applications intéressantes. Ça a été exploité en tant que pigment dans les temps anciens, et ça a des applications en optoélectronique du fait d'un certain nombre de propriétés optiques. Et ces fameux amorphes qui peuvent former des boules rouges, des boules jaunes, et quand on fait une analyse, typiquement l'analyse EBS, on est toujours sur uniquement de l'arsenic et du soufre. Mais également d'autres types de sels, tels que du sel ammoniaque, etc. etc. Le bassin houiller de la Loire a été étudié depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, pour les phénomènes de combustion de charbon. Et dès le XVIIIe siècle, on retrouve la description d'un certain nombre de ces sels, de ces cristallisations. Donc, comme je vous le disais, il est exploité malgré la combustion, et c'est particulièrement intéressant de pouvoir voir les différentes couches, entre guillemets, que l'on voit ici, qui correspondent en fait au déversement successif de matériaux. Et ensuite, dans les zones plus internes du terril, on va retrouver ces phénomènes de roches complètement transformées, complètement recuites. Je vous disais, quand on prend des échantillons dans les mains, on sent que c'est vraiment quelque chose de très très dur. Alors, ça rend pas grand-chose en photo. Faut vous imaginer que c'est en contre-plongée. C'est le frontal qui doit faire 3 mètres de haut. Là, on devine qu'il y a un petit bout de ciel en haut. Et ça tient tout seul. Les roches se sont vraiment cimentées. On tape au marteau dedans, ça vient pas, quoi. C'est vraiment très 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 dur. Et on devine des roches partiellement fondues ici qui ont coulé vers le bas, qui ont profité des porosités pour couler et recristalliser dans les poches. On devine ici plutôt des clinquers qui sont encore partiellement lités, qui ont conservé la texture initiale de la roche. Donc vous voyez, quand je vous parlais de diversité, là on a vraiment quelque chose d'assez extrême. Et ici, plein d'efflorescences blanchâtres qui correspondent à des phénomènes de circulation de gaz. Là, typiquement, ce genre de cristallisation, ça peut être du gypse, du sel ammoniaque, etc. En termes de pétrographie, qu'est-ce qu'on trouve dans ce terril de la Ricamarie, donc ces fameux clinquers? Alors en microscopie optique, ça rend pas grand-chose parce que le grain est vraiment très très fin. Par contre, au MEB, et en faisant un peu de micro-analyse EDS, on arrive quand même à identifier qu'on a de la cordierite. Alors, c'est un petit peu un abus de langage de parler de cordierite parce qu'on est plutôt sur des polymorphes de haute température, de l'indialite. On a une matrice vaguement vitreuse dans laquelle on arrive à identifier ce qui est probablement en fait des argiles, des micas qui sont complètement déstructurés. Et il existe également ici, la mince correspond à cette interface entre cette zone noire très poreuse et le clinker à grain beaucoup plus fin. Et on voit qu'on a une augmentation de la taille du grain. Alors, le cliché du bas, il faut l'inverser mentalement par rapport au cliché du haut.
Ici, vous avez la microstructure du clinker où on a vraiment peu de choses visibles à l'œil nu. Et là, on a vraiment cette augmentation de taille de grain avec des minéraux que l'on arrive à identifier. Coexistence relativement originale d'olivine et de cordierite, confirmée par micro-analyse. Et l'interprétation qui a été faite de ces phénomènes, une fois de plus, ça a été décrit sur les choses en Russie, c'est qu'en fait, vous avez des tuyaux, entre guillemets, de gaz brûlant qui circulent dans le terril et qui font fondre extrêmement localement, vous voyez ici cette interface, qui font fondre extrêmement localement le clinker et qui génèrent donc du coup un genre de paralava riche en fayalite, en cordierite ferrifère, magnétite, anorthite et un verre potassique et alumineux. Les paralavas de la Ricamarie, voilà à quoi elles ressemblent. Ça ressemble donc vraiment à des laves traditionnelles, extrêmement riches, extrêmement poreuses. C'est pas du tout friable, faut vraiment vous imaginer quelque chose de très massif, de très dur. Et lorsqu'on regarde ça à l'échelle de la lame mince, qu'est-ce qu'on arrive à identifier? Alors ça dépend des paralavas, on arrive à voir des spinels, des cristaux de mulite, le tout baigne dans une matrice, alors ça ressort un peu mieux au mètre du coup, dans une matrice qui a un verre silico-alumineux, pareil, qui contient plus ou moins de potassium, potassium ou sodium, suivant les endroits. Et donc vous voyez vraiment une très très grande richesse en verre. Et toujours en termes de microstructure au niveau de la lame mince, donc on a ici en fait ces espèces d'agrégats radiés, fibro-radiés, de spinels qui sont extrêmement finement structurés. Et on arrive ici à deviner ces cristaux, des endroits très riches en cristaux de mulite, dans un verre ici qui est plutôt de teinte orangée. Donc là, on est vraiment dans des phases de très haute température, typiquement de la mulite, de la fusion avec cristallisation d'un verre. Et on peut même faire de la géothermométrie relativement originale dans ce genre de contexte. Comme je vous ai dit, il y a un peu de tout dans les terrils, et notamment des déchets métalliques. Ce que vous avez ici, en fait, il faut vous imaginer un fragment de chaîne métallique, vraiment de grosse chaîne, qui a complètement fondu, qui a incorporé des fragments de clinker, et probablement aussi de paralava. Et en termes de microstructure, on a pu mettre en évidence des exsolutions de fer natif aux joints de grains de la magnétite. Et quand on regarde ça dans un diagramme de phase, en fait, ça indique qu'on est sur des températures, vous voyez, supérieures à 1371 degrés. Bon, on n'est pas à 1 degré près, mais on est sur vraiment quelque chose d'extrêmement chaud en ce qui concerne les températures atteintes au sein du terril. Donc j'en ai fini pour la première partie de ma présentation sur les terrils. Donc je reviens une fois de plus sur ces analogies avec le volcanisme, fusion, cristallisation, dépôt d'efflorescence, gaz, etc. En termes de perspectives de recherche, alors outre ce que j'ai déjà mentionné, étudier des paragenèses très originales, étudier des minéraux rares, j'ai vu que c'était déjà il y a 2-3 ans, il y a une équipe alors ce sont des gens, je crois, de Rouen, qui ont appliqué des méthodes géophysiques sur un terril en combustion du Nord-Pas-de-Calais, justement pour voir un peu ce que ça donnait par rapport à un volcan. Des gens qui étaient plus habitués à aller travailler sur l'Etna ou ce genre de choses, et qui vraisemblablement ont eu des résultats intéressants. Alors j'ai pas vu passer de publication, j'avais juste vu passer ça dans la presse, je ne sais pas où ça en est, mais ça offre un champ d'observation relativement intéressant. Et également des perspectives d'application en termes de géothermie. Je vous ai beaucoup parlé de la Pologne, de l'Allemagne, etc., où des essais ont été faits sur les terrils en combustion pour récupérer la chaleur et voir si on arrivait à en faire quelque chose. Je mentionne juste ici l'existence d'un certain nombre d'ouvrages consacrés à la géologie du charbon et surtout à sa combustion. Et il y a donc un certain nombre de chapitres vraiment consacrés à tout ce que je viens de vous dire, de la minéralogie pure, de la pétrographie, des phénomènes de remédiation, de mesures de température, etc. Et donc, on va passer d'un extrême à l'autre, puisque de la surface et de la ultra haute température, on va aller à un certain nombre de kilomètres sous terre pour parler d'une petite découverte que j'ai faite suite à mes travaux de document historique. Donc j'ai fait ma thèse à Besançon, comme l'a souligné Émilie tout à l'heure. J'ai soutenu en 2010. En fait, c'est une thèse entre guillemets à l'ancienne, financée par le BRGM.
C'est-à-dire, je levais la carte et en contrepartie, le BRGM me finançait ma thèse. Donc je suis toujours, même si elle est éditée, coordinateur de la carte du sel, sur laquelle j'ai effectué une partie des levées, et j'ai assuré la rédaction de la notice et le dessin de la carte. Et donc, plus précisément, alors pour vous situer exactement, UCL est ici, et la série du Chavanon, c'est tout ce qui est à droite de la carte, de l'autre part du cisaillement de la courtine, qui coupe de la zone de cisaillement de la courtine qui coupe la carte en deux. Juste, je replace très rapidement quelques éléments de contexte, puisqu'on n'est plus dans le terril contemporain. Là, il faut vraiment remonter à l'époque Varisque, avec la structuration de la chaîne Varisque et la collision entre Gondwana, l'Eurussia, l'océan Réique, donc tous ces phénomènes entre 370 et 280 millions d'années. À l'échelle européenne, on se situe ici dans le Massif central, dans la zone moldanubienne. Et le modèle en vigueur sur le Massif central, alors on pourra en discuter, c'est cette fameuse structuration en grande nappe, à l'échelle de tout le Massif central, structuration en nappe avec ensuite donc des granitoïdes qui recoupent l'ensemble de la structure. Cette structuration en nappe distingue l'unité parotochtone, donc à la base de l'édifice. Ici, dans ces tons de vert, donc, la série du Chavanon est située exactement ici, et les micaschistes de la série du Chavanon ont été rattachés à l'unité parotochtone. L'unité inférieure des gneiss, donc qui vient immédiatement au-dessus de l'unité parotochtone, et qui est séparée du parotochtone donc par des contacts cisaillants, des contacts tectoniques, et l'unité supérieure des gneiss, donc qui est sur l'ensemble de l'édifice. Bon, je ne parlerai pas des nappes supérieures épizonales après. Mais ce qui est important de savoir vis-à-vis des modèles préexistants dans le Massif central, c'est que là, traditionnellement, on interprète ça comme un métamorphisme inverse. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les reliques de ultra haute pression qui avaient été décrites dans le Massif central, typiquement la cohésite des monts du Lyonnais, étaient décrites dans l'unité supérieure des gneiss. Et donc, en fait, on a un métamorphisme inverse, au moins du point de vue de la pression, avec les roches de ultra haute pression situées au sommet de l'édifice et des roches de moindre pression, type faciès amphibolitique, à la base de l'édifice. Qu'est-ce qu'on observe dans la série du Chavanon? Bon, c'est relativement classique pour les séries métamorphiques du Massif central. Ces fameuses diatexites à nodules de cordérite que l'on appelle des obusonites, des migmatites qui permettent localement de belles études structurales. Vous voyez ici, du point de vue des plissements, on a des choses particulièrement intéressantes. Également des marbres, donc qui démontrent bien qu'on est plutôt sur des séries de type para-dérivé. Il y a d'autres endroits dans le Massif central où des marbres ont été décrits, mais ce n'est pas non plus si courant que ça, et ce sont vraiment des petits gisements localisés. Et donc, je vais me focaliser maintenant sur ces micaschistes dans lesquels j'ai pu mettre en évidence la présence de ces microdiamants. Alors, voilà leur aspect de terrain, donc à ces micaschistes. Pour ceux qui connaissent dans la série du Chavanon, c'est là où le Chavanon rejoint la Dordogne et se jette dans le lac de la retenue de Bourg-les-Orgues. C'est des micaschistes avec pas mal de variations minéralogiques à l'échelle de la lame mince, localement extrêmement riches en grenat, de la tourmaline, des zones beaucoup plus riches en quartz, d'autres zones beaucoup plus riches en mica. Et en fait, à l'époque, ce qui m'avait un peu interpellé, donc quand j'étais en thèse, c'est la présence de ce type de grenat dans les micaschistes. Alors, on observait systématiquement un cœur riche en inclusion et une périphérie beaucoup plus, avec quasiment pas d'inclusion en fait. Les inclusions avaient souvent des motifs géométriques. Vous avez ici une espèce de quadrillage, ça ne rend pas forcément très très bien en présentation, mais il faut vous imaginer en fait, c'est complètement orthogonal. Différents types d'inclusions, du rutile, l'ilménite, du biotite, peut-être des inclusions, alors ça a été décrit assez récemment
enfin assez récemment, le temps passe vite, mais il y a presque 10 ans maintenant, ce qu'on appelle du nanogranit, en fait, des petites bulles de melt cristallisées à la manière d'un granit. J'avais vaguement soupçonné ça. Et il y avait aussi autre chose qui me perturbait un peu quand je regardais mes grenats, c'est quand je regardais des grenats qui étaient décrits dans des phénomènes de ultra haute pression. C'était outre donc la présence de rutile que je vous ai mentionné. Donc ici, Korsakov et al. Avaient décrit des espèces d'halos biréfringents autour d'inclusion de quartz dans des grenats de ultra haute pression. Et je devinais vaguement la même chose autour d'inclusion de quartz. Bon. Et j'avais écrit dans ma thèse, c'était donc en 2010, j'avais écrit « Je soupçonne des reliques de ultra haute pression, mais il faudrait trouver de la cohésite, du diamant, etc. » Et bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai soutenu ma thèse, et après je suis parti travailler sur ces thématiques appliquées, et j'avais toujours cette idée, quand même cette idée-là d'étudier mes diamants. Et grâce à un collègue à l'université de Lille, on a vraiment pu confirmer ça par spectrométrie Raman. Et donc on a publié ça en 2015. On a travaillé ensemble sur ces inclusions et on a formellement identifié la présence de ces micro-diamants. Alors, une des critiques qu'on nous a faites au moment de la publication, alors avant la publication, mais au cours de les phénomènes de review du papier, c'était « Oui, mais attendez, votre diamant ici, est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas un artefact lié au polissage? Est-ce que ce n'est pas un gros bout de la scie ou des produits diamantés qui sont allés se ficher dans une porosité ?» Donc, pour confirmer ça, on a fait un des co-auteurs a fait du Raman confocal. Ce que vous avez ici, c'est donc l'intensité du pic du diamant en fonction de la profondeur dans le grenat, et même une cartographie 3D des inclusions de diamants. Il faut vous imaginer tout autour que c'est une matrice de grenat. Donc, association diamant-graphite, peut-être de la rétromorphose, au sein d'un grenat. Donc là, on était sûr qu'il ne s'agissait pas d'artefacts liés au polissage. Alors, ces inclusions de micro-diamants, bon, ça reste quand même des phénomènes géologiques relativement peu fréquents. Donc c'est une carte qui date de 2012. Alors il y a quelques nouvelles occurrences de ci, de là, notamment il y en a une au Maroc et une en Espagne, je ne les ai pas rajoutées. Mais ici en rouge, les localités à micro-diamants métamorphiques, vous voyez de par le monde, c'est pas non plus monnaie courante. Et ce qui se passe vis-à-vis de la série du Chavanon et dans un contexte plus large du Massif central, c'est que ça génère, en fait, ça pose davantage de questions que ça n'apporte de réponses. Puisque, en fait, les descriptions qui sont faites dans la littérature, c'est que pour avoir du micro-diamant qui se forme, c'est des pressions de l'ordre de 3 gigapascales, donc à peu près 100 km d'enfouissement. C'est très différent des estimations traditionnelles pour le pain autochtone. Donc vous avez ici le schéma traditionnel de trajet pression-température tels qu'ils ont pu être proposés. On est à moins de 1 gigapascal. Comment intégrer ceci dans le modèle de nappe du Massif central? À l'heure actuelle, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de réponse. Enfin, j'ai des idées, mais je n'ai pas de réponse. On peut toujours en discuter. Et également, à quel épisode de la structuration du Massif central se rapporte cet épisode de ultra haute pression? Puisqu'en fait, du point de vue de l'étude structurale dans les micaschistes de la série du Chavanon, on met clairement en évidence la présence de foliations successives. Et de toute façon, ce qui a été décrit dans le Massif central, et notamment avec les reliques de cohésite dans les monts du Lyonnais, c'est associé à un événement D0 qui est extrêmement mal connu. On a une vague estimation de son âge, mais on ne sait pas comment était la foliation, et c'est tellement épars les reliques que pour l'instant on ne sait pas vraiment à quoi rattacher tout ça. J'avais proposé également dans ma thèse un premier trajet pression-température de ces micaschistes, avec ici donc présence de rutile et d'ilménite que je retrouvais en inclusion dans le grenat. Et déjà, vous voyez, j'arrivais à sous-entendre des pressions de l'ordre de 10 kbar. Bon, après, peu importe les phénomènes ultérieurs.
Mais ensuite, en retravaillant sur ces choses-là, parce qu'en fait, l'article sur les diamants a été commenté, donc comment, reply, etc. Et grâce à un collègue que certains d'entre vous connaissent bien, Philippe Goncalves, à Besançon, il a pu retravailler sur certaines de mes données de thèse et obtenir ce genre de diagramme, avec ici transition graphite-diamant, à plus de 3 gigapascales, plus de 3,2 gigapascales, pour la composition. Là, on est vraiment sur la composition chimique d'un échantillon typique de micaschiste de la série du Chavanon, qui est celui dans lequel on a observé les microdiamants métamorphiques. Et là où aussi je dis que ça amène davantage de questions que de réponses, ce sont tous les éventuels phénomènes de fusion partielle associés à ces phénomènes de métamorphisme, avec peut-être, comme je vous le disais, ces phénomènes de nanogranite, d'inclusion, etc. Enfin, il y a vraiment de belles études, de belles perspectives sur ces micaschistes qu'on peut vraiment voir d'un œil nouveau. Et j'avais présenté ça en 2015 à un congrès sur le Varisque, et il y avait une phrase qui était assez souvent revenue lors de ce congrès. C'était un Espagnol qui avait présenté ça, parce que justement il apportait des nouvelles données dans un modèle, je ne sais plus, en Espagne. Il avait dit « je n'ai pas de modèle, je n'ai que des doutes ». Et c'est un petit peu ma conclusion sur la série du Chavanon avec extension sur le Massif central. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait la certitude de ces phénomènes de ultra haute pression à la base de l'édifice de nappe, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réinverse complètement la pile? Est-ce qu'il faut reprendre toute l'étude? Est-ce que c'est un phénomène extrêmement localisé? Il y a des surpressions. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de réflexions à mener là-dessus. Donc, malgré ce qu'on pouvait penser sur la série du Chavanon quand on l'aborde, c'est un peu le désespoir du géologue, parce que sur le plateau, ça n'affleure absolument pas, les roches sont complètement altérées. Le série du Chavanon, outre des micro-diamants, ça offre quand même un cadre de travail vraiment intéressant pour le travail de terrain. Alors, on voit certes, vous êtes à Clermont-Ferrand, moi n'oubliez pas que ça fait 8 ans que je suis dans le Nord, mais donc c'est un site, moi c'est un site que j'aime vraiment énormément, pour y avoir passé beaucoup de temps de terrain en thèse. Et pour ceux d'entre vous qui auront l'occasion d'aller à la RST, qui se tient à Lille à l'automne 2018, je vais en fait, dans la session GeoReg, donner une petite conférence roches, minéraux et paysages de la série du Chavanon, mais plus dans une logique géopatrimoine, patrimoine géologique, vulgarisation vers le grand public. Et comme cette RST se tient à Lille et qu'il y a des expéditions de terrain pour aller visiter justement des terrils, là on pourra parler de Chavanon et de terrils en combustion exactement comme aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'en profite une fois de plus pour remercier les organisateurs des séminaires et les personnes qui m'ont fait visiter le laboratoire aujourd'hui. Et donc s'il y a des questions, malgré mes doutes, je suis prêt à essayer de répondre. Merci beaucoup pour cette présentation. Y a-t-il des questions? Les échelles de temps pour entrer en combustion, c'est quoi? C'est assez rapide en fait. Le terril de Larricamari a été édifié à partir des années 50 et moins de 10 ans après, il était en combustion. Alors, il y a des gens qui disent, typiquement les chercheurs polonais, ils disent pour qu'un terril entre en combustion, il faut qu'il soit conique. Vraisemblablement, ce n'est pas le cas du tout à Larricamari. Mais ça va vraiment très vite. Apparemment, il n'y a même pas besoin d'un volume critique. Enfin, il y a certainement un volume critique, mais il doit être très certainement moindre que ce qu'on peut s'imaginer. Proche de Saint-Étienne, il y en a beaucoup. Alors les autres... D'accord pour tes parents. Il y a un autre terril. Non mais moi je voyais un truc hyper meuble où on court dessus et tout s'effondre et en fait c'est pas du tout la vision que... Je sais plus comment s'appelle l'autre terril de Saint-Étienne. Et puis Couriot aussi. Ouais, Couriot, c'est ça. Je crois qu'il y a des zones en combustion aussi, mais il n'est pas exploité. Musée de la mine. Oui, il y a le musée de la mine. Ouais. Et alors, peut-être que tu l'as dit, ça reste combien de temps en combustion? Et tu disais que dans certains pays, ils envisageaient de l'exploiter à des vues de géothermie. Des fins de géothermie. Alors, en termes de durée, je peux citer un exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, un terril vraiment ancien
qui doit dater des années 1910-1920, qui est entré en combustion quasiment tout de suite, il brûle toujours, un siècle après. C'est ce fameux terril sur lequel justement des volcanologues sont venus faire des expérimentations géophysiques. Donc on est sur largement plus de la dizaine d'années. Sur le terril de la taupe, est-ce que vous connaissez des travaux qui ont été faits, même anciens? Ancien, non. J'ai juste vu qu'il a été remodelé, vraiment en termes de forme, et végétalisé. Mais du point de vue... Non, mais travaux scientifiques. Ah non, là j'ai aucune idée. La photo que j'ai montrée, ça doit être issu d'un rapport de l'INERIS ou ce genre de choses. J'ai une question sur le micachisme du Oui. Dans ces micachistes, c'est quoi la paragenèse au cœur du grenat? Parce que vous n'avez pas des compositions de grenat particulières, vous n'avez pas des phases qui confirment le fait que ça puisse être passé à ultra haute pression? C'est bourré d'inclusion, apparemment. Oui, c'est vraiment bourré d'inclusion. Alors, j'avoue que j'ai oublié de prendre ça. On va dire que c'est des grenats bêtes et méchants. Ils n'ont pas une composition particulière qu'on va retrouver dans les terrains de ultra haute pression. C'est aussi pour ça que, entre guillemets, ça a un peu traîné pour découvrir ça. Enfin, on les regarde, on dit, bon, micachiste à grenat, suivant, voilà, il n'y a rien à voir. En termes d'inclusion, ensuite, donc, ces histoires de rutiles, ces histoires d'orientation cristallographique qui m'ont toujours laissé un peu songeur. Non, mais ça, c'est pas un critère. Enfin, vous voyez, un petit peu travailler dans ce type de roche. Les inclusions de rutiles orientées dans les clivages, ça existe dans les roches de très haute pression, on en trouve aussi dans des roches qui ne sont pas du tout passées par le... Donc c'est vrai que quand on voit ça, on aimerait bien, mais malheureusement, ce n'est pas un critère unique. D'accord. Et ça, c'est un peu perturbant. Et donc, en termes d'autres inclusions associées au diamant... Justement, comme mon collègue a fait du raman, j'aurais aimé, entre guillemets, qu'il trouve autre chose. On peut s'attendre à pas mal de choses. Typiquement, voilà, ou de la cohésite, mais absolument même pas de cohésite. Non. Alors, attention, on pourrait poursuivre l'étude, hein, il y a de quoi faire. Mais jusqu'à présent, quand j'étais en thèse, j'ai regardé X la main, parce que systématiquement dans les micachistes, les grenats étaient comme ça. Et j'ai jamais vu ces fameuses fractures radiales autour de la cohésite. La seule que j'ai vue, on est allé quand même taper dessus au raman, c'était un bout de quartz, puis aucune évidence de rétromorphose, rien du tout. Voilà, c'est une déception. Et j'ai encore une question, parce que dans votre schéma pression-température, vous mettez l'âge là, vous mettez un âge en pic en pression à 467 millions d'années, c'est quoi? Alors là, j'avoue que j'ai oublié de mettre la référence, ça c'est des travaux de... Comment il s'appelle déjà Berger? Comment? Non, c'est pas Berger, non, c'est plus ancien. C'est plus ancien. C'est toujours le problème, alors je ne veux pas non plus entrer dans des polémiques sur les modèles du Massif central, c'est que certaines personnes aiment bien utiliser des vieux âges rubidium-strontium sur roche totale, parce que ça colle bien dans le modèle, et puis on les met là parce qu'on a trouvé telle paragenèse. Actuellement, les données récentes qu'il y a sur la haute pression ou l'ultra-haute pression dans le Massif central, c'est plutôt entre 380 et 400 si on va être très large. Tout à fait. Oui, ça se rajeunit. Plutôt 100 millions d'années avant. Oui, tout à fait. Petit à petit, ça se rajeunit. Effectivement, les travaux de Julien Berger, qui est d'ailleurs celui qui m'a fait mon comment sur l'article. Lui, il a décrit aussi l'ultra. Oui. Il a décrit aussi dans le Limousin, mais dans l'unité supérieure. Oui, ou au contact supérieur, inférieur. Effectivement, c'est dans les anciennes ophiolites, ce genre de choses. Et les nanogranites qu'on trouve en inclusion, elles sont où en inclusion dans le grenat? Dans le grenat, au cœur, toujours au cœur. Et donc ça c'est normalement plus de la haute température. Oui. Et elles coexistent avec des microdiamants qui sont ultra haute pression. C'est un dilemme de ces micachistes. Alors justement, dans le reply qu'on a fait, et grâce aux travaux de Philippe, il mettait en évidence, certaines personnes ont mis en évidence ces phénomènes aussi de fusion partielle associés quand même à de la ultra-ultration. Là, il faudrait vraiment discuter avec des spécialistes de la modélisation. Mais ça a été le dilemme parce que... Oui, c'est un peu compliqué de, oui, complètement. De comprendre la coexistence des deux. Complètement. Et aussi, là, j'ai pas montré de photos, mais ces inclusions, ces cœurs bourrés d'inclusion et ces périphéries saines, on les retrouve aussi effectivement en contexte de ultra haute température,
parfois même en pyrométamorphisme, ou des inclusions de socles remontés par des éruptions volcaniques, etc. Ça a été décrit en Espagne. Ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau à mes grenades microchistes, mais le contexte n'avait absolument rien à voir. Et vous n'avez pas tenté de faire des lames minces, vous savez, moi je ne sais pas, mais ici doit savoir maintenant. On peut faire des lames sans utiliser une scie à diamant, justement, pour examiner les roches qui contiennent du diamant. Alors justement, c'est... alors certes... Là aussi, il faut le polissage. Hein, parce que oui, les zircons contaminés avec alors effectivement, alors, là, ce qu'on peut, entre guillemets, me reprocher sur les diamants, c'est que ça a été scié avec une scie diamant. Par contre, dans le papier d'origine, j'avais bien mis, ça a été poli au corindon, enfin à l'alumine, pardon, et on m'a quand même fait le comment, oui, mais vous avez poli avec quoi? Même si c'était écrit noir sur blanc. Ouais. Donc vous avez montré une diapo où il y avait l'association carbone-diamant. Oui. Où là, vous l'avez très très bien étudié finalement. Est-ce que vous pensez que vous pouvez généraliser ça à toutes les autres inclusions du coup, parce que pour répondre à ce type de questions, par exemple, ça pourrait être... Est-ce que quand vous voyez les diamants, vous voyez systématiquement du carbone à côté? Alors, on a, du point de vue la donnée que j'ai présentée, donc c'était en raman confocal, on n'en a pas assez pour vraiment confirmer sur tous les diamants, en sachant qu'en général, les premiers diamants qu'on a identifiés en raman conventionnel, on va dire, vraiment en surface, a priori, on ne voyait pas systématiquement cette rétromorphose. En sachant qu'on est quand même sur des choses qui sont vraiment petites, par rapport par exemple à ce qui a été décrit en Bohème, où on a des micro-diamants qui sont plutôt de l'ordre de 10-15 micromètres de diamètre. Là, on est plutôt sur du, vous voyez la barre d'échelle, quelques micromètres, quoi. Donc là, c'est vraiment petit. Mais ceci dit, les inclusions, enfin, c'est relativement traditionnel dans le grenat, il y a beaucoup d'inclusions de graphite. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont étudié la morphologie des inclusions de graphite pour voir si elles avaient conservé la forme des cristaux initiaux de diamants. C'est des choses qui ont déjà été faites. Ça pourrait potentiellement, pourquoi pas, être fait ici. Ce serait intéressant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de graphite en inclusion. Il y a un thermomètre d'avue sur d'autres questions. Moi j'en ai encore une petite. Je me rappelle de ce que je voulais dire. Oui, est-ce qu'on peut, parce que dans le massif bohémien, il y a des micro-diamants qui ont été décrits, et il y a aussi des nanogranites en inclusion, ça, je pense que ça a été décrit peut-être par Mathieu Brian ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a des similarités, je ne sais pas, peut-être avec ce qu'on peut voir dans le massif du bohémien c'est l'une des occurrences de micro-diamants. Le type, on va dire, de roche, la matrice de ces grenats semble légèrement différente, mais du point de vue du contexte, on est effectivement dans des choses relativement similaires. En termes de questions et de... Oui, complètement. En sachant que chez eux, je pense qu'ils ont peut-être moins cette problématique de unité supérieure, inférieure, machin, des gneiss, enfin, qui sont peut-être un peu franco-françaises. Dernière question. Bon, merci beaucoup. Merci à vous.